Donc aujourd'hui, on est là, on se retrouve pour notre Second Thematic Tuesday Workshop et aujourd'hui, c'est du coup consacré bien à la lutte pour les droits des femmes, mais handicapées aussi. Euh, Hop, donc aujourd'hui, comme vous le savez, c'est la Journée internationale des droits des femmes. C'est l'occasion pour la communauté internationale d'informer et de sensibiliser le grand public sur les thèmes majeurs de notre siècle. Voilà, c'est pas une journée internationale au hasard, c'est vraiment une volonté pour tout le monde de se rassembler sur ce thème-là. Et dans ce contexte, nous, on a choisi de vous parler des droits des femmes, bien sûr, mais des femmes handicapées surtout. Même si l'égalité des sexes, elle fait partie des droits humains fondamentaux, malheureusement, les inégalités et les préjugés sur le genre restent profondément ancrés dans toutes les sociétés. En fait, c'est parce que de manière ancestrale, et même avant notre naissance, je m'inclus dedans, en fait, les femmes ont intégré des normes et elles savent en général que si elles ne respectent pas cela, c'est assez compliqué d'avoir sa place dans la société. Un exemple de norme, ça pourrait être il faut sourire pour être belle ou sois belle et tais-toi. Donc en fait, le genre est devenu une question déterminante dans les affaires de lutte contre la discrimination. Je commencerai par parler de quelques notions. Le handicap, par personne handicapée, en fait, nous, on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, Isabelle en parlait tout à l'heure, durables, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Donc le taux de handicap, il va se mesurer par rapport aux besoins spécifiques et il va exister différents handicaps, des handicaps invisibles, des handicaps visibles bien sûr, le traditionnel fauteuil roulant qu'on voit partout, il va y avoir des invalidités pardon, et voilà, le handicap, c'est beaucoup de choses. Comme je vous disais, c'est quand même 15% de la population mondiale, on dit que c'est l'une des plus grandes minorités dans le monde, et en proportion, cela signifie qu'environ un foyer sur 4 compte une personne handicapée. Ensuite, nous, chez Handicap International, on travaille beaucoup avec les notions de genre et de sexe. Donc, pour nous, le genre désigne les rôles sociaux et politiques, les comportements et les attributs construits pour les hommes et les femmes par une société donnée, qu'elle considère en fait comme plus appropriés et valorisés pour les femmes et les hommes. Ces constructions, elles vont être apprises, définies par les autres et vont façonner la manière dont nous nous définissons. Et ces normes vont pouvoir changer au fil du temps et varier au sein des sociétés et d'une société à l'autre. Le sexe n'est pas la même chose. Ça fait référence aux caractéristiques biologiques, c'est-à-dire on est né homme ou femme, et tandis que le genre en fait décrit c'est plus des fonctions sociales assimilées et inculquées culturellement. Voilà. Enfin, une autre notion que Émeric vous a introduit il y a quelques minutes, c'est l'intersectionnalité. On voit là sur le PowerPoint que c'est pas mal de choses, pas mal de catégories mises ensemble pour après voilà, essayer de répondre au mieux à des besoins spécifiques. Donc nous, la définition qu'on retient dans notre ONG, c'est l'interdépendance des catégories sociales, telles que la classe sociale, l'âge, le sexe, le statut économique, mais aussi le handicap, la nationalité, etc., telles qu'elles s'appliquent à un individu ou à un groupe donné, considérés comme créant des systèmes de discrimination ou de désavantage qui se chevauchent et sont interdépendants. Donc pourquoi on évoque, moi et Émeric, aujourd'hui cette notion? Tout simplement parce que c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité organiser ce workshop. Il faut que nous, en tant qu'ONG et nous, en tant qu'individus, puissions appréhender toutes les catégories et différences sociales pour apporter la meilleure réponse possible aux besoins des personnes sur le terrain, mais aussi des personnes dans notre vie de tous les jours. Et nous considérons que en fait, les femmes subissent des discriminations et que les personnes handicapées souffrent aussi de discrimination. En effet, sur 1,3 milliard de personnes vivant dans la pauvreté, 70% sont des femmes. Les femmes, elles n'ont pas accès à l'éducation, elles n'ont pas accès aux soins de santé, elles n'ont pas accès à un travail décent et à des salaires égaux. Elles sont ensuite victimes de violences et de discrimination et elles ne sont pas assez représentées dans les instances décisionnelles. Donc ça, les femmes non handicapées, elles souffrent de ça. Mais on sait que les personnes handicapées souffrent également de grandes discriminations. Elles se retrouvent fréquemment dans l'impossibilité de participer pleinement à la société en raison d'obstacles dans la scolarité, dans l'emploi, dans la santé. Et s'il existe des inégalités pour les hommes handicapés, ces dernières sont accentuées pour les femmes handicapées. Donc, partout dans le monde, en fait, la prévalence du handicap est plus importante chez les femmes que chez les hommes. Et voilà, c'est les femmes handicapées qui sont plus défavorisées
Parce qu'en fait, il y a des stéréotypes préexistants qui les condamnent à des rôles précis. Donc on en parlait, dans notre caout, les fonctions de care, donc la majorité des tâches domestiques, bah, c'est toujours les femmes qui les exécutent et les femmes handicapées, elles ne font pas exception à cette règle. Bah, c'est pourquoi elles ont plus de difficultés à pouvoir avoir un emploi. Déjà, il faut rappeler que, avoir un emploi, c'est pas, tâche aisée parce que dans 24 pays du monde, les femmes, elles doivent obtenir la permission de leur mari ou de leur tuteur légal pour pouvoir travailler. Et ensuite, parce que malgré le fait qu'après la Seconde Guerre mondiale, les femmes accèdent au marché du travail, ça ne va pas avec un renversement qui aurait remis en cause la division sexuelle du travail. L'OIT, l'Organisation internationale du travail, estime qu'en 2018, il y avait 48,5% des femmes qui avaient un taux d'activité contre 75% des hommes. Et voilà, aujourd'hui encore, on pense que les femmes ont une double journée de travail, celle qui est visible, donc voilà, qui est payée, qui est rémunérée, on va au travail, on est au bureau. Puis après, quand elles rentrent, deuxième journée de travail qui est invisible, qui s'appelle, voilà, où elles font des fonctions de care. Et cette charge de travail bah, en plus, qui n'est même pas rémunérée, représente, pardon, empêche 42% des femmes dans le monde d'avoir un travail rémunéré. Donc les femmes handicapées, elles se trouvent dans la même situation et elles ne peuvent pas accéder à un emploi. Et donc nous, on considère que lorsqu'on est femme et qu'en plus on est handicapé, eh bien, on est sujette à une double discrimination. Juste une minute, Isabelle veut Oui. intervenir. Oui, j'avais juste envie de rajouter par rapport à ces statistiques que on est sur des statistiques mondiales et la situation, en fait, souvent on peut mettre ce genre de chiffres sur les pays en voie de développement. Mais ce qu'on constate, c'est qu'en Europe, les écarts ne sont pas énormes non plus. C'est-à-dire que les femmes qui souffrent d'un handicap en Europe sont aussi prioritairement assujetties à des tâches de care. On peut prendre l'exemple des femmes handicapées mentales qui vont rester chez elles, s'occuper des plus jeunes enfants, s'occuper des parents, faire le ménage. Parce que ça fait partie des préjugés, des stéréotypes du fait que ben voilà, la personne a un handicap et donc automatiquement elle va faire des tâches ménagères, quoi. Donc ça, je pense que c'est important aussi de le souligner que ce n'est pas uniquement dans les pays en développement, mais que c'est chez nous aussi. Bien sûr, c'est des chiffres Voilà, c'est importants. juste je voulais. Malheureusement. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'on choisit aujourd'hui de vous parler de handicap et de genre chez Handicap International? Eh bien parce que Handicap International, c'est HI, c'est aussi Humanité et Inclusion. Et nous, on souhaite participer activement à l'agenda 2030 et aux ODD pour ne laisser personne de côté, Leave No One Behind, c'est ce qu'on vous expliquait à notre dernier workshop. Et donc pour nous, il est impossible d'avancer sans inclure les femmes handicapées, toutes les personnes handicapées dans nos actions. Donc nous, on souhaite prendre en compte le handicap et le genre comme de possibles facteurs d'exclusion ou de vulnérabilité. Et on doit ensuite adapter nos politiques et nos actions à ces facteurs. Pour bien comprendre les inégalités vécues par les femmes handicapées, quelques chiffres sur plusieurs thèmes. Tout d'abord, leadership et participation politique. Les femmes handicapées et plus généralement les femmes en général, sont sous-représentées dans la vie politique. À l'échelle mondiale, le niveau de représentation des personnes handicapées dans les organes législatifs nationaux reste très faible. On voit sur l'image que on a seulement 2,3% des femmes handicapées contre 2,1% des hommes handicapés qui occupaient un poste de législateur, de cadre supérieur ou de gestionnaire. Et dans 14 des 18 pays de la région Asie-Pacifique, il n'y avait pas de parlementaires handicapés au sein de l'organe législatif national. Voilà des chiffres un peu tragiques. Je vous propose de voir tout de suite en image combien, même pas les femmes handicapées, mais les femmes ne sont pas présentes dans la vie politique. Voilà, dans cette petite vidéo. Donc en fait, voilà, là on voit une petite vidéo où en fait les hommes disparaissent des photos officielles et en fait on se rend compte qu'il reste une femme ici, deux femmes, voilà. Donc très peu de présence féminine voilà, dans les endroits officiels et même voilà, à la télévision. Couverture médiatique. Oui. Couverture médiatique.
Je peux? Oui, oui, oui. Oui. La photo pour ce soir, elle est complètement dans l'autre sens. Oui. Oui. Voilà, il faut quelquefois le dire aussi. Oui. Merci. Ça confirme le stéréotype que les femmes s'investissent dans les métiers de soins et de care, hein, Ouais. parce qu'on est plus du personnel féminin que masculin. Ouais. Ouais. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous montrer combien les femmes sont peu présentes dans la vie politique et dans la vie en général médiatique. Ensuite, si je passe aux violences faites contre les femmes handicapées sont 2 à 3 fois plus susceptibles que les autres femmes de subir des violences. Et ce qui est un peu choquant, c'est que c'est des violences notamment par la famille, par les partenaires intimes, par les soignants et les établissements institutionnels. Donc, c'est pas des gens qu'elles ne connaissent pas, c'est vraiment dans la sphère privée. Et c'est d'autant plus violent, je pense, si je puis dire, voilà, de subir voilà, de telles discriminations dans une sphère aussi intime. Ensuite, en matière d'éducation, un garçon sera considéré en fait comme le futur responsable des revenus de la famille. Il sera envoyé à l'école et en fait, il aura de meilleures chances pour obtenir un emploi rémunéré. Et une fille sera plus probablement confinée aux activités domestiques. Et l'envoyer à l'école sera considéré comme inutile et quand on est une fille handicapée, encore plus. Donc déjà, de même, les enfants handicapés sont très souvent considérés comme une charge supplémentaire pour la famille. Donc, si on est une fille handicapée, les coûts de l'éducation sont vus comme beaucoup trop élevés, et en partie à cause de la perte économique qu'ils entraînent, parce que, eh bien, comme on le disait, les filles handicapées, elles vont contribuer à la survie économique du ménage en mendiant ou en participant aux tâches domestiques. Très peu de filles, par exemple, vont à l'école au Sahel. On le voit dans les chiffres que j'ai mis sur le PowerPoint, au Mali, moins de 18% des femmes handicapées savent lire et écrire. Au Niger et au Mali, plus de la moitié des filles inscrites à l'école primaire n'ont pas accès à l'enseignement secondaire. Et au Burkina Faso, seulement 1% des filles terminent leurs études secondaires. Donc voilà, le fait d'être une fille et d'avoir un handicap représente encore une fois une double discrimination. En matière d'emploi, d'après des études réalisées dans 6 parties du monde, les filles handicapées ont moins de chances d'être employées que les hommes handicapés et puis les personnes non handicapées dans toutes les régions. Les ratios emploi-population pour les femmes handicapées sont les plus faibles en Afrique du Nord et en Asie occidentale avec 14% et les plus élevés en Europe avec 42%. Mais voilà, les chiffres ne sont pas non plus très réjouissants. Et en Afrique du Nord et en Asie occidentale, les femmes handicapées ont 5 fois moins de chances d'être employées que les hommes non handicapés et 2 fois moins en Europe. Ensuite, dans l'accès à la santé, il faut savoir que les femmes handicapées, selon leur spécificité, vont d'abord se heurter à un manque d'accessibilité des centres de soins et ensuite, elles vont être confrontées à l'ignorance et à un manque de formation du milieu médical. Qui ne seront en fait pas, voilà, qui ne sauront pas les gérer, qui ne sauront pas leur fournir de ce dont elles ont besoin. Et donc, ça aura pour conséquence le manque de prise en charge des problèmes de santé autres que ceux du handicap. Si je peux. Ouais. Un exemple très concret de ça, c'est notamment le diagnostic des enfants autistes, qui est très souvent tardif chez les filles, chez les jeunes filles, parce qu'on n'attribue pas forcément, les signes qui montrent vers une certaine forme d'autisme n'est pas autant pris au sérieux ou n'est pas autant reconnu chez les jeunes filles que chez les jeunes hommes. Oui, et ça, il y a aussi l'influence de la culture et de la façon dont on voit l'éducation des enfants. Un garçon, s'il n'est pas extraverti, s'il ne n'explose pas les jeux, on va pas trouver ça normal. Tandis qu'une fille, si elle est introvertie, qu'elle reste gentille, qu'elle reste calme, on va trouver ça normal. Donc là aussi, le fait d'avoir une vision différenciée entre le comportement attendu d'un garçon et le comportement attendu d'une fille va en effet perturber le diagnostic. Oui, oui. Voilà.
Pour compléter aussi ce qu'on disait tout à l'heure, que c'était des chiffres internationaux qu'on vous présentait et qu'on ne doit pas uniquement parler des pays en développement, on considère en Europe qu'en 2016, que 13% des femmes handicapées ne pouvaient pas accéder aux soins dont elles avaient besoin. Et si je prends l'exemple du Luxembourg, on a 4% des femmes handicapées qui ne sont pas en mesure d'accéder aux soins dont elles auraient besoin. Donc on peut estimer quand même dans un pays comme le nôtre qui est assez riche, voilà, elle devrait avoir plus de facilité, et 4%, ça reste quand même, vu qu'en proportion on est quand même moins au Luxembourg que dans d'autres pays, ça reste quand même un chiffre assez conséquent. Enfin, pour les violences sexuelles, l'une de nos partenaires que vous voyez à l'écran, Kadidiatou Ba, présidente du comité départemental des femmes de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées, témoigne. Et voilà, elle témoigne. Là où les femmes non handicapées subissent des violences, nous en subissons le double. Il y a des violences verbales, économiques, sexuelles. Il est impératif que les femmes non handicapées adoptent l'inclusion et nous appuient. Elle raconte encore: il faut qu'on accepte de dénoncer les violences, car en Afrique, il y a beaucoup de tabous et certaines choses ne sont pas dites. Quand un parent proche viole une personne handicapée, personne n'en parle. La société doit changer de mentalité par rapport aux violences faites aux femmes. Il faut plus de promotion des textes, de lois, plus de plaidoyer pour changer ses habitudes. Donc ça, c'est une de nos partenaires du Sénégal. Et nous, en tant qu'ONG, on est sur le terrain et on travaille aux côtés de son association, d'autres associations et des femmes handicapées victimes de violences. Et nous, on essaie d'accompagner les femmes, de les former et de leur fournir des outils pour faire face aux discriminations. Parce que il est impératif de reconnaître les besoins et les risques qui existent pour les femmes en termes de violences physiques et sexuelles. Et il faut également sensibiliser les plus jeunes à tout ça. Ensuite, qu'est-ce que Achille met en place pour faire face aux inégalités et aux discriminations? On va avoir d'un côté, au niveau du siège, des politiques, et puis après, au niveau du terrain, des actions. Pour ce qui est des politiques, nous allons avoir plusieurs documents qui ont été rendus. Donc là, vous voyez à l'écran une lettre de la direction sur le handicap publiée en 2003, une politique genre adoptée en 2007. Ensuite, il y a eu plein de stratégies diverses mises en œuvre. Et très très récemment, la politique handicap, genre et âge d'humanité et inclusion, élaborée en 2018. Donc c'est pas mal de politiques institutionnelles qui vont présenter en fait l'approche de Achille sur les questions de genre sur le lieu du travail, et on va mettre un accent particulier sur la discrimination envers les femmes handicapées. On est tourné, nous, en faveur de l'égalité d'accès aux droits fondamentaux des hommes et des femmes, et à partir de toutes ces déclarations, on fixe 3 principes d'action et d'organisation qui doivent être mis en œuvre par tous les organismes et programmes de HI. Donc c'est la non-discrimination et protection au travail, c'est la double inclusion du genre et du handicap, et c'est aussi l'approche de genre comme critère de qualité des projets. On a aussi, nous, au sein même de nos sièges, des comportements. On essaie de tenir compte de ces politiques, on essaie d'interagir de façon la plus respectueuse possible avec le genre. Pour ce qui est des actions mises en place, nous, en tant que partenaires, on essaie de soutenir le combat des personnes handicapées, de les appuyer techniquement et financièrement pour leurs projets. Et depuis très longtemps, on est aux côtés des femmes handicapées pour les aider à faire bien reconnaître leurs droits, à favoriser leur insertion socio-professionnelle, encore une fois, à financer des projets, etc. Par exemple, on parlait du Sénégal tout à l'heure. Achille travaille avec des associations de partenaires, on essaie de les soutenir pour accroître leur visibilité, on essaie de mettre en place avec eux des projets pour encourager et pérenniser l'effort des femmes et des filles handicapées dans leurs environnements. Toujours au Sénégal, à Ziguinchor, on a accompagné les femmes handicapées pour l'appareillage, notamment pour leur permettre de se déplacer de nouveau et de mener leur activité. Ensuite, on mène pas mal d'actions pour permettre aux petites filles handicapées de retourner à l'école. Donc là, vous voyez sur le PowerPoint Oumou, sur votre gauche, la petite fille de gauche, qui a été identifiée par l'agent communautaire de sensibilisation de l'équipe Handicap International
pour bénéficier du programme. Et donc, c'est un programme qui a permis à Oumou de retourner à l'école, d'avoir une prothèse adaptée, un diagnostic médical. Et c'est surtout un programme qui a sensibilisé énormément les parents parce que les parents ne voulaient tout simplement pas la réinscrire à l'école. Et donc, du coup, voilà, la mère est d'ailleurs devenue une agente de sensibilisation communautaire et c'est très important pour nous de communiquer aux parents de l'importance de l'éducation pour les enfants handicapés. Finalement, on essaie aussi d'alerter les gouvernements sur le terrain et de mettre en place sur le terrain des politiques de genre. Si on voit que des femmes, malheureusement, ont moins accès aux centres, aux aides, on essaie de chercher pourquoi, on essaie d'apporter une aide. On demande aussi de former sur place des médecins femmes. Voilà, parfois, malheureusement, les équipes manquent de moyens, mais il y a quand même des politiques sur le genre qui sont mises en place et voilà, qu'on essaie de mettre en œuvre. Enfin, je vais vous raconter un peu ce qui se passe du côté des Nations Unies et du Luxembourg. Du côté des Nations Unies, on a bien évidemment nos chers ODD qui ont été adoptés. Nous, pour notre sujet, il y a pas mal de DD qui nous concernent, le 4, le 5, le 10. Donc, par rapport à ça, il y a des programmes qui sont mis en place, que ce soit pour les ODD, mais aussi à côté avec ONU Femmes qui fait pas mal de choses, beaucoup de mesures qui essaient d'être mises en place. Et du côté du Luxembourg, eh bien, beaucoup d'aides financières qui sont apportées aux pays à revenus faibles et intermédiaires, mais aussi des choses qui sont faites à l'intérieur de notre territoire. Par exemple, on est le seul pays de l'Union européenne qui a un ministère pour l'égalité des genres. En fait, il existe des secrétaires d'État ou des délégués dans d'autres pays, mais pas un ministère qui s'occupe d'assurer au sein de l'État une égalité de droits et de faits entre les femmes et les hommes. Et enfin, on a signé la Convention pour les personnes handicapées de 2006, donc c'est très bien. On souhaite donc s'engager contre la discrimination et les inégalités des personnes handicapées. Si je puis apporter une petite critique à ça tout de même, le comité des personnes handicapées des Nations Unies a rendu une évaluation en 2017, 10 octobre 2017 très précisément, et il a émis petite liste critique. Il a considéré que le Luxembourg abordait parfois dans les textes un petit peu trop du point de vue médical le handicap, alors qu'il pourrait l'être de différentes façons. Ce qui n'était pas très bien, c'est que pour accéder à certains services, il fallait pouvoir justifier d'un certain degré de handicap. C'est-à-dire que si on n'a pas, on va dire, un niveau, eh bien une exclusion va se créer pour des personnes en situation de handicap et ce sera souvent des personnes atteintes d'un handicap psychosocial ou intellectuel. Ensuite, à la date du 10 octobre 2017, il n'existait pas de disposition précise juridique permettant de sanctionner le refus d'aménagement raisonnable des infrastructures pour les personnes handicapées. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans la loi, il n'y avait pas écrit que certains bâtiments, certaines infrastructures seront punis parce qu'elles n'ont pas installé, je ne sais pas, un ascenseur ou une rampe. Voilà. Puis ensuite, il y aura des petites préoccupations également parce que les femmes et les filles handicapées ne sont pas systématiquement prises en compte dans les programmes de promotion de l'égalité des sexes et des genres. Donc, c'est bien qu'il y ait des programmes de promotion d'égalité des sexes et des genres, mais on ne pense pas systématiquement à inclure les femmes handicapées, les filles handicapées. Et donc, deux, trois petites critiques qui ont été faites, mais ce faisant, le Luxembourg s'est quand même engagé à entamer une réforme de son cadre juridique, y compris de la Constitution et des lois relatives à l'accessibilité et à la capacité juridique pour être en conformité avec le texte de la Convention. C'est très, très positif. Et ensuite, le Luxembourg va aussi rendre, comme je vous le disais la fois passée, une nouvelle revue volontaire concernant les ODD. Et dans les ODD, on parle du handicap, donc on pourra peut-être voir ce qui a été mis à jour, ce qui n'a pas été mis à jour. Donc voilà, encore des évolutions possibles pour notre pays.